conseillère municipale déléguée à la stratégie locale bas carbone, aux relations avec le monde viticole et au plan vélo pour la ville de Libourne. Vous comprendrez aisément que je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui et d'accueillir cette table ronde hors les murs, organisée par les élèves de Sciences Po Bordeaux avec le journal Sud-Ouest. Les impacts du réchauffement climatique nous concernent tous et celui sur la vigne est particulièrement prégnant sur notre territoire. Il est nécessaire d'être éclairé sur ce sujet et de s'y préparer. Alors, j'ai à cœur d'abord de remercier et de saluer la jeunesse présente aujourd'hui. Vous, élèves de Sciences Po Bordeaux, le fait que vous vous emparez de ce sujet me nourrit d'espoir de voir grandir une société résiliente face au dérèglement climatique. Et ce, pour votre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Merci. Je remercie aussi grandement les invités qui sont là aujourd'hui, qui ont accepté de partager leur savoir et leur expérience. Monsieur Chloé, Madame Ola, Monsieur Ducour, Monsieur Roland, merci pour votre générosité. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous écouter. Merci aussi à Madame Pinjot qui coordonne ces rencontres avec Monsieur Lucet et à Madame Coudet, directrice développement communication à la vie étudiante de Sciences Po Bordeaux pour leur présence. Je vais passer la parole à Monsieur Campal qui va vous présenter ses invités plus précisément et gérer la modération de cette table ronde. Je vous souhaite à tous et à tous de bons échanges. Merci madame. Je me présente, je m'appelle César Compadre, je suis grand reporter au journal Sud-Ouest à Bordeaux où je suis en charge des questions viticoles. Comment le réchauffement climatique affecte-t-il la vigne et le vigneron bordelais? Tel est le sujet de la table ronde qui nous réunit aujourd'hui à Libourne. Et ce, dans le cadre des rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Sciences Po Bordeaux et notre journal Sud-Ouest organisent en effet, depuis plusieurs années, des rendez-vous réguliers avec des personnalités très diverses. Des hommes politiques, des syndicalistes, des écrivains. Et une fois par an, une table ronde hors les murs est organisée également. Cette année, c'est donc le thème de la viticulture qui a été choisi, ici à Libourne, d'où notre rencontre cet après-midi. Pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. Honneur aux dames, Nathalie Ola, à ma gauche, est notre première invitée. Nathalie Ola est ingénieure agronome. Elle est chercheuse à l'INRAE et à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'ISVV, basé à Villeneuve-d'Ornon. Et elle est également co-animatrice du projet LACAV, un vaste programme de recherche sur le changement climatique initié il y a 10 ans déjà. Et je la remercie parce qu'elle a eu la bonne idée d'amener des documents qui vous ont été distribués, que vous avez entre les mains, qui est un document que je connais bien, qui a été édité il y a 2 ou 3 ans maintenant et qui résume très bien la problématique que nous allons développer cet après-midi. Merci Madame Ola de votre présence. Deuxième invité, Pierre-Olivier Chloé. Nous avons eu la chance ce matin de visiter Cheval Blanc, la plupart de ce qui sont des personnes qui sont aujourd'hui dans cette pièce. Et
J'espère que vous avez bien tous pris conscience de la qualité de la visite que vous avez eue ce matin. Parce que là, nombre d'entre vous visitez pour la première fois une exploitation viticole. J'espère que vous garderez en tête longtemps cette visite, parce que c'est une visite d'une richesse extraordinaire. Pierre-Olivier Clouet est donc le directeur technique du Château Cheval Blanc, qui est une propriété de l'élite de Saint-Émilion, nous l'avons compris ce matin. Et donc c'est une propriété où Pierre-Olivier est arrivé il y a en 2004, si je me souviens bien. Il est arrivé comme stagiaire et du coup il n'est jamais reparti. D'où le plaisir de l'avoir aujourd'hui, cet après-midi. Troisième invité à ma droite, Jérémy Ducourt. Jérémy Ducourt est à la tête avec sa famille d'une très grande exploitation viticole ici en Gironde, les vignobles Ducourt, qui représente 450 hectares. 450 hectares en Gironde, c'est peut-être parmi les 10 plus grandes exploitations familiales en Gironde. J'ai vérifié hier sur le site internet 450 hectares de vignes et c'est la première fois que je vois l'information suivante, que votre vignoble égale 643 terrains de football. Voilà, c'est une base de conversion. 450 hectares, 14 châteaux pour la famille Ducourt. Jérémy est œnologue et il est responsable de la production dans les vignobles familiaux. Et il travaille notamment avec son frère Jonathan, qu'on connaît bien également dans les vignobles, qui est responsable commercial. Et Jérémy a une deuxième casquette, parce qu'il est président du Vinopôle Bordeaux-Aquitaine. C'est un pôle de recherche dont la mission est de transférer les résultats des expérimentations vers les exploitations viticoles. Nous allons en parler évidemment cet après-midi. À noter que les interprofessions de Bordeaux et de Bergerac-Duras sont également partie prenante de ce Vinopôle, qui est basé à Blanquefort, si je me souviens bien. Merci Jérémy de votre présence. Monsieur Roland, Michel Roland, est notre quatrième invité cet après-midi. Alors il a eu un déplacement très court parce que Michel Roland est un enfant de Pomerol. Et donc il est viticulteur, le château Fontenil à Fronsac. Et c'est également, et vous le connaissez beaucoup d'entre vous, c'est un œnologue consultant qui nous apportera son expérience cet après-midi, puisque depuis plus de 40 ans, il parcourt le monde entier, des dizaines de pays sur tous les continents pour conseiller nombre de propriétés viticoles. Merci pour votre présence à vous quatre. Le sujet du jour, forte chaleur, sécheresse, vignes stressées, épisodes fréquents de gel et de grêle, récolte plus précoce. Indiscutablement, le dérèglement climatique chamboule la production viticole. Quelles sont les causes de ce dérèglement? Quelles conséquences pour la culture de la vigne? Quel type de vin aurons-nous demain? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Pour cela, plusieurs étudiants de Sciences Po ont travaillé ces dernières semaines avec leurs professeurs et notamment Mazarine Pinjot, ici présente, qui coordonne ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Ils sont 3 étudiants, je vais les présenter, ils sont ici avec nous. Le premier est Léopold Peltereau. Léopold, il a 21 ans. Il est en 4e année à Sciences Po, il a bientôt fini, puisque c'est 5 ans, et il a la grande chance d'être le président du club 20 sur 20. C'est l'association de dégustation de Sciences Po, puisque comme de nombreuses écoles, Sciences Po a son club de dégustation, et bravo à eux. Donc ils reçoivent régulièrement des viticulteurs et ils découvrent les vins de la région. Deuxième étudiant qui participe
cet après-midi Clément Dupont. Clément, voilà. Clément Dupont est au bout de l'estrade. Alors Clément, il est originaire de Tours, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, il est originaire de Tours. Climatique, c'est pas mal. Bienvenue à Bordeaux. Il a 22 ans et il est donc en 5e année, donc il est en fin de cursus. Merci Clément pour ton implication cet après-midi. Et le dernier étudiant, il est à ma gauche, c'est le plus jeune. Il s'appelle Kémo Kouril Manière. Kémo est le Benjamin, il a 18 ans et il est donc en première année. Voilà donc le décor planté pour 2 heures de discussion. Il est prévu qu'on puisse aller jusqu'à 17h. Et donc, puisque nous sommes dans un milieu étudiant, donc il faut que tout soit bien structuré. Et cet après-midi, on a travaillé avec les élèves autour de 3 parties. La première partie, réchauffement climatique, état des lieux au laboratoire et sur le terrain. Deuxième partie, les parades, les premières expérimentations sur le terrain et les projections. Et troisième partie, autour du goût, quel vin aurons-nous demain dans nos verres? Chacun des étudiants présents a préparé des questions et il y a une douzaine de questions et ils vont les poser donc directement à l'invité considéré. Voilà, donc la question numéro 1, elle est pour moi. Elle est pour toi. Allons-y. Alors la première question, elle s'adresse à vous, Madame Moulin. Vous qui êtes chercheuse à l'ISVE, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet du réchauffement climatique. Et donc la première question, elle est assez simple. Quel constat faites-vous par rapport à ce réchauffement climatique et quel est son impact sur notre vie? Alors, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. C'est extrêmement intéressant de venir parler de ce sujet. Devant des futurs politologues ou des personnes impliquées en sciences politiques, parce que c'est un sujet qui nécessite d'aborder des questions de manière pluridisciplinaire. Donc c'est pas une question de viticulture, de biologie ou d'œnologie, mais c'est vraiment une question globale. Donc merci pour l'invitation. Et quels sont les constats? Donc globalement, ce qui a été observé depuis la fin des années 80 du siècle dernier maintenant, donc un peu plus d'une quarantaine d'années, c'est déjà des vendanges qui sont progressivement plus précoces. Donc historiquement, on vendangeait plutôt à partir de la 2e semaine de septembre et encore en octobre. Et aujourd'hui, les vendanges d'octobre sont exceptionnelles. Donc on commence plutôt dans la 2e quinzaine d'août pour les blancs, notamment à Bordeaux, et on va terminer peut-être à la 3e semaine de septembre ou plus tard. Donc ça, c'est un premier constat. En même temps, ce qu'on constate, c'est une augmentation progressive de la teneur en sucre des raisins. Et cette teneur en sucre, c'est ce qui marque, c'est ce qui va se transformer en alcool, et donc de l'augmentation de la teneur en alcool des vins. Et puis, il y a une évolution des autres composés qui conduisent, en fonction des équilibres, à la qualité des raisins. Et donc, c'est des observations qui sont réalisées vraiment dans tous les vignobles en France, mais particulièrement à Bordeaux. Par exemple, la faculté d'œnologie avait un réseau d'observation qui a commencé en 1953. Et dans ce réseau où il y a une trentaine de parcelles suivies, eh bien, on constate cette augmentation progressive de la teneur en sucre et de la baisse d'un autre composé qui est aussi très important pour la qualité des vins, qui est l'acidité. Et donc ça, c'est les premiers constats. Plus récemment, on a constaté, et
pour les climatologues, c'est en lien avec le changement climatique, à des problèmes peut-être de sécheresse plus récurrentes. Alors, pas trop à Bordeaux, mais peut-être plus dans le sud de la France. Et aussi à des épisodes de gel, au printemps surtout, et qui mettent en péril la récolte. Donc, ça peut être variable d'une année sur l'autre, mais d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément les mêmes niveaux de récolte. Et ça a des conséquences, par exemple, sur les volumes de vin qui peuvent être mis en marché, et donc sur la régularité des marchés, la fiabilisation des marchés. Donc on voit bien qu'il y a aussi toute une chaîne, ça affecte la vigne, le vin, et ensuite ça va affecter toute la chaîne de mise en valeur de cette belle production. Voilà ce que je peux résumer. Très bien. Merci pour cette introduction, Madame Ola. Et donc, Clément, c'est à toi pour la deuxième question. Alors la deuxième question, elle est pour vous, Monsieur Ducourt. Vous êtes un homme de terrain. Pensez-vous qu'il y a une prise de conscience générale des viticulteurs sur le sujet du réchauffement? Est-ce que vous en parlez entre vous? Et enfin, les viticulteurs sont-ils dépassés ou est-ce qu'ils prennent le sujet à bras-le-corps? Alors, merci, bonjour à tous. Ravi aussi de voir plein de jeunes qui s'intéressent à la viticulture. C'est pas une chose courante. Et ravi aussi de voir que vous avez un club de nos et que vous dégustez régulièrement des produits. C'est bien pour soutenir la filière viticole de goûter les produits. Donc, pour répondre à la question, en commençant peut-être par la fin, une prise de conscience, oui, c'est des sujets qui sont très prégnants dans le monde de la viticulture. Alors, la preuve en est aujourd'hui, on en discute même à l'extérieur du cercle viticole. Prégnant pourquoi? Parce que les aléas climatiques, et Nathalie vous l'a dit, et le réchauffement climatique s'accélère depuis quelques années, notamment sur les épisodes de gel qui sont de plus en plus fréquents. Elle a parlé tout à l'heure du risque de ne pas avoir assez de produits pour les marchés. Associé à ça, il y a aussi le risque de la pérennité de nos entreprises, puisque si on n'a pas de produits à commercialiser, on n'a pas de chiffre d'affaires, pas suffisamment en tout cas, et tout notre modèle économique est remis en question. Donc effectivement, c'est extrêmement prégnant ces sujets-là, et on en discute souvent. Sur les pistes de solutions qu'on a, comme vous, on subit le changement climatique, on essaye des différentes choses. Alors la première chose qu'on a faite, c'est de changer nos dates de récolte. Nathalie l'a dit, on récolte de plus en plus tôt. Au niveau d'une culture, j'ai pas une expérience énorme, ça fait 20 ans que je vinifie à peu près. En 20 ans, j'ai changé les dates de récolte de 10 à 12 jours. Et si je passe sur un pas de temps encore plus avant, pas de temps de mon grand-père, on est à 3 semaines de changement. Enfin, jamais on avait commencé le vendange avant le 15 septembre avec mon grand-père. Maintenant, régulièrement, au 25 août, on est en train de vendanger. Donc on s'adapte comme ça. Et ça nous. Voilà, la vigne est quand même une plante qui est résiliente, elle tient bien à la sécheresse. Donc on a suffisamment un petit peu d'eau pendant la campagne, ça fonctionne. Donc on est dans ce schéma-là. Est-ce que c'est compliqué de s'organiser à avancer une date de récolte, 15 jours, 3 semaines? Pour le travail à la vigne, ça chamboule toutes les habitudes? Ça change nos habitudes de vacances, il faut partir plus tôt. Mais en fait, tout le cycle est déplacé. Donc, on va arrêter aussi plutôt la campagne viticole. On va rentrer dans la phase de maturation en attente de récolte. Donc, c'est des changements d'habitude, mais de toute façon, on est obligé de s'y plier. Sinon, on récolte un produit qui n'est pas conforme à nos attentes techniques et aux attentes de nos clients. Un exemple frappant, c'est le degré alcoolique. On pourrait se dire, après tout, il fait beau, il fait sec, on peut continuer à pousser la maturité, mais on va récolter des vins qui font des degrés qui ne sont pas acceptables techniquement et organoleptiquement pour les clients. Et vous parliez de gel. Expliquez à nos jeunes étudiants, vous avez gelé quand, comment et quel pourcentage de récolte, de manière très concrète, quelles ont été les pertes depuis 2017, par exemple, si on prend les exemples des vignobles du cours? Ouais, alors le gros gel de 2017, alors il fait suite à une bonne année de récolte. La dernière qu'on a faite vraiment correcte, c'est 2016 en termes de volume.
et de qualité. 2017, un impact très important, on a perdu à peu près la moitié de la récolte en quelques nuits, puisque c'est un gel qui est intervenu assez tard dans la saison. Et donc, à l'échelle, César l'a dit, je représente un vignoble familial qui fait à peu près 450 hectares, un petit peu plus, en appellation Bordeaux supérieur, dans des appellations où on a une valorisation des vins qui est, on va dire, assez générique, pour pas dire faible, mais en tout cas qui ne nous permet pas de mettre en place des moyens de lutte contre le gel. Donc en fait, on le subit et donc on perd voilà, en 2017 la moitié de la récolte. 2018, on fait une récolte un petit peu plus correcte. 2019, on est réimpacté par le gel. 2021. L'année dernière, un tout petit coup de gel, mais pas grand-chose. Par contre, une énorme sécheresse tout l'été et on repère à peu près 30% de la récolte. Depuis 2016, j'ai pas fait une récolte complète en fait sur mon exploitation. À l'échelle globale, je parle. Certaines parcelles font des récoltes complètes, mais tous les ans j'ai un aléa climatique. Le gel en majorité, l'année dernière la sécheresse, mais tous les ans j'ai un aléa qui me fait perdre une partie de la récolte. Donc je dois adapter mon modèle économique à ce phénomène-là. Un peu de grêle pour la route ou pas? Alors j'ai eu la chance de passer à côté des orages de grêle l'année dernière. La dernière grande grêle chez nous c'est 2013, où on a eu des vignobles, notamment ici, pas très loin ici sur le Castillonnais, qui ont été ravagés à 100%. Là c'était grêle du mois d'août, donc début août on perd toute la récolte. Ça c'est calé, mais j'ai des collègues l'année dernière qui ont été très fortement impactés. Vous avez entendu parler des épisodes de ceux qui étaient sur la région bordelaise, de grêle très très importante avec des grêlons extrêmement gros. Beaucoup de dégâts, on parle beaucoup des toitures, on parle de tout ça, mais j'ai des collègues qui ont perdu une fois de plus toute la récolte, voire même des fois de l'outil de production qui est dégradé, des bâtiments, des véhicules. Voilà. Donc c'est aussi une des conséquences du réchauffement climatique, c'est l'augmentation de l'intensité des phénomènes climatiques. Merci. Clément. Donc Michel Roland, vous qui avez fait le tour du monde, qui connaissez les vignobles, qui les avez conseillés dans le monde méditerranéen, en Amérique du Sud, en Inde, en Asie, où en est-on du réchauffement climatique dans ces pays et ces continents? Quel est le constat que vous faites? Et enfin, ne pensez-vous pas que parfois, paradoxalement, le réchauffement climatique est un atout pour la vigne et le vin? On va jusqu'à 5h. On va essayer de se partager. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est une vaste question, bien évidemment. Mais alors, le réchauffement climatique, il est évident. C'est pour tout le monde évident. Que ce soit, même les Indiens, on va dire, ont pas de problème, enfin, c'est des problèmes, mais le réchauffement climatique existe. Dans les pays du Nouveau Monde, qui étaient caractérisés quand même par un ensoleillement naturel un tout petit peu plus consistant que l'ensoleillement moyen bordelais, puisque à Bordeaux était quand même aussi réputé pour être un endroit où la pluie se regroupait quand même assez facilement, vu notre proximité avec l'Atlantique. Donc tous les pays ont constaté quand même des élévations de température, et tous les pays ont à faire face à ce problème. Alors, on y fait face de façon un petit peu différente, parce que il faut savoir quand même que Bordeaux, enfin la France en particulier, est un des pays qui n'irrigue pas. C'est pas le seul pays, mais c'est un des pays qui n'irrigue pas. L'Espagne n'irrigue pas beaucoup, un peu mais pas beaucoup. L'Italie n'irrigue pas beaucoup. Alors que lorsque l'on va vraiment vers les productions du Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Chine, nous irriguons à peu près partout. Alors, donc, déjà, il y avait une préparation au réchauffement climatique, je dirais, dans certains pays, par l'irrigation. L'irrigation, néanmoins, ne fait pas tout, parce que, quand on fait du vin dans les pays de soleil, on sait que malgré la présence d'eau, la vigne, à un moment donné, à un certain stade, s'arrête de travailler, et quand il fait vraiment très chaud, quand on a des températures qui approchent les 38-40 degrés, ce qui peut arriver, la vigne ferme son activité, il n'y a plus de photosynthèse, et donc au lieu
au lieu de mûrir, au lieu de faire du sucre, à l'inverse, plus rien ne se passe, donc ça ne mûrit pas et ça ne fait pas de sucre. Alors je dirais que, bon, tout le monde essaie de s'en prévenir. Alors la viticulture est quand même un moyen, parce qu'on sait aujourd'hui faire de la viticulture qui permet de résister un petit peu mieux à ces températures excessives. Mais pour revenir un petit peu chez nous, bon, je pense qu'avant d'être pessimiste, et nous avons de quoi l'être, je pense quand même qu'il faut peut-être être pessimiste, être optimiste. Alors l'optimisme, pour quelqu'un qui est comme moi, qui a fait en 2022 ses 50e vendanges comme œnologue conseil, ça a quand même une importance. Parce que moi j'ai connu les années 70, donc les années 70, les années 80, c'est les années de pluie. C'était des années où aujourd'hui on se plaint d'avoir des degrés excessifs. Moi je me rappelle quand même une époque où la gare de Libourne, puisque je suis libournais, j'avais un laboratoire qui était cours des Girondins, juste derrière, ici, et moi je me rappelle une époque où les viticulteurs se battaient à coups de fourche à la gare de Libourne pour avoir des sacs de sucre pour augmenter le degré. Bon, j'avoue que je préfère à la limite avoir des degrés un peu excessifs que de voir mes braves viticulteurs, dont je faisais partie d'ailleurs à l'époque, ou mon père plutôt à l'époque, se battre pour avoir quelques sacs de sucre. Et je pense que la chaptalisation, qui néanmoins nous a grandement servi dans notre Bordelais, ou dans mon Bordelais natal, la chaptalisation n'était pas plus glorieux que d'avoir 14,6 ou 14,8 degrés d'alcool dans les vins d'aujourd'hui. Bon. Donc ça, je dirais que c'était une époque, c'est une époque qui apparemment est révolue, puisque depuis 25 ans, ou à peu près, on utilise, je ne dis pas qu'on n'utilise pas de sucre, mais on utilise quand même nettement moins de sucre qu'il s'en est utilisé, et je trouve que ça, c'est plutôt un bien. Néanmoins, on a fait aussi, depuis 25 ans, plus de grands millésimes que nous n'en avions fait dans le siècle précédent. Bon, quand j'étais jeune, j'ai commencé, moi, à regarder ce qui s'était fait de bien, parce que, vous savez, la science infuse, même à Sciences Po, hein, ça n'existe pas, donc il faut regarder ce que les autres ont fait quand même un peu, et on peut inventer soi-même. Mais il est quand même très bien de travailler avec ce qu'ont fait les autres avant, parce qu'il n'y a plus que des imbéciles, donc il fallait regarder. Alors, on a fait des millésimes. Quand je regardais les millésimes, dans le siècle, de 1900 à 2000, de quoi on parlait? On parlait un petit peu de 1906, bon, ça avait un peu disparu les écrans radars, et puis les grands millésimes, c'était 29, 28, 29, 45, 47, 49, 61, quand je suis arrivé, puis je suis arrivé au début des années 70. Donc, 5 millésimes sur 70 ans. La première chose que j'ai pensé, c'est que j'avais choisi un métier qui allait m'ennuyer fortement. Parce que faire 5 bons millésimes en 70 ans, ça veut dire quand même que 65 fois sur 70, on avait des chances de s'ennuyer. Bon, fort heureusement, le réchauffement climatique est arrivé et ça n'a pas été le cas. Donc nous avons fait, au travers de ce réchauffement climatique, je pense les plus beaux millésimes que nous ayons fait dans l'histoire de Bordeaux. Bon. Alors, comme je disais en préambule, le réchauffement, il existe. Le réchauffement, il faut s'y préparer, et je pense qu'il faut trouver des solutions. Nous avons de la recherche pour ça, et j'espère qu'elle va nous aider. Mais il faut pas non plus être d'un pessimisme aggravé aujourd'hui, parce que je dirais qu'aujourd'hui, sur la moyenne de ce que nous produisons, nous sommes plutôt avec quelques inconvénients, on l'a dit, des gelées printanières, mais des gelées, il y en avait aussi dans les années 60. Moi, je me rappelle de mes parents qui étaient viticulteurs. Bon, on marchait un peu au rythme des gelées. Les grêles, c'est assez rare. Moi, je pense que je ne suis pas mollet d'origine, je crois que je n'ai jamais grêlé, mais bon, j'ai eu la chance de ne jamais grêler. Mais il y avait quand même aussi quelques petits problèmes. Alors, ce réchauffement, il arrive. Il va nous ennuyer parce qu'apparemment, la courbe est toujours montante et on ne sait pas aujourd'hui comment on pourrait l'infléchir. On a quelques idées, il y a quelques choses
peut pratiquer pour essayer de le freiner ou de le ralentir, et c'est ce que nous essayons de faire. Merci Michel. Question suivante, donc c'est Léopold. C'est parti. Alors cette question elle s'adresse à vous, Monsieur Ploué. Ce matin, nous avons eu la chance de visiter Cheval Blanc, votre compagnie, donc pour une visite de haute volée. Et ce qui nous a marqué, c'est vraiment l'importance que vous accordez à la polyculture dans la vigne, et donc plus la monoculture, avec le fermage, l'agroforesterie et également l'élevage. Et donc ma question elle est assez simple, finalement, est-ce que vous pensez que c'est l'une des clés majeures pour relever les défis de demain? Et également, comment avez-vous fait pour mettre au pas et embarquer avec vous tous les collaborateurs que vous avez à Cheval Blanc et faire en sorte qu'ils soient motivés par ces nouvelles formes de travail? Alors oui, en effet, vous avez pu découvrir ce matin une façon de s'occuper de la vie peut-être un tout petit peu différente. Alors quand on a lancé il y a quelques années ce travail sur l'agroforesterie et les couverts végétaux, je vais être très clair, on ne l'a pas fait pour des enjeux de réchauffement climatique. On l'a fait parce que c'est la manière dont nous on a envie de s'occuper de notre terre, c'est la manière dont on a envie de gérer la fertilité de nos sols, c'est la manière dont on a envie finalement de gérer ce terroir de Cheval Blanc, et on le fait pour des raisons d'abord, j'ai envie de dire, environnementales. Et après tout ça, ça sert quelque part au réchauffement climatique. Moi, ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que notre mission, c'est de traduire, on l'a dit ce matin, l'identité d'un lieu, l'identité d'un cru qui a 200, 300 ans d'histoire. Et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce goût-là, il persiste d'une manière ou d'une autre dans les années à venir. Ce qui est sûr, c'est que si on ne change rien, demain, on ne fait pas du cheval blanc comme on le fait aujourd'hui. Demain, cheval blanc, il fera 16 degrés d'alcool, il aura des pH 4 et il y aura des arômes qui seront très mûrs. Donc l'enjeu, c'est de tout changer pour que rien ne change. Donc de s'adapter petit à petit, je pense que Michel l'a très bien dit, les enjeux il y a 30 ou 40 ans n'étaient pas les mêmes que les enjeux d'aujourd'hui. Et donc le propre des viticulteurs et des vignerons, c'est de devoir s'adapter dans un monde qui bouge, dans un monde qui change, et s'adapter avec le vivant. Donc en fait, aujourd'hui, on voit nos vieilles maisons, nos grandes maisons, comme des endroits immuables qui ne bougent pas et qui doivent préserver ce qui en fait l'identité et l'ADN. Moi, je pense que ce qui ne bouge pas, c'est l'esprit d'excellence, c'est le style de nos vins, mais on ne les fait pas de la même manière aujourd'hui qu'on les faisait hier, on ne les fera pas de la même manière demain qu'on les fait aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est justement de préparer nos vignobles à être capables d'acquérir les caractéristiques propres à s'adapter avec plus 2 ou plus 3 degrés. Et donc, c'est ça notre responsabilité à nous. Nous, finalement, je vous l'ai dit ce matin, il n'y a pas grand-chose qu'on fasse qui se voit dans l'année. Des vignerons ne décident pas de grand-chose de ce qui leur arrive. Par contre, on décide de ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que si on lègue à la génération future un sol couvert qui a une plus grosse capacité à stocker l'humidité, un sol couvert qui monte moins haut aux températures, un sol couvert qui va recevoir plus facilement les pluies pendant l'été, parce qu'on le voit bien, les excès climatiques, ils vont nous gérer quel type de problème. On va se prendre à peu près la même quantité de millimètres sur le coin de la tête, mais on va se les prendre en 3 fois. Donc il va falloir qu'on fasse un stock dans nos sols qui va nous permettre d'infiltrer cette eau correctement, et les couverts végétaux des arbres le font merveilleusement bien. Alors c'est pas une solution parfaite, dans toute solution agricole, agronomique ou toute solution du vivant, notre travail c'est d'évaluer la balance bénéfice-risque. Donc forcément, les couverts végétaux, de temps en temps, ils vont nous créer quelques emmerdements. Mais s'ils nous apportent plus d'avantages qu'ils nous créent d'emmerdements, et bien la balance va dans notre sens. Et donc aujourd'hui, on voit bien que globalement, un sol nu, c'est un sol qui s'érode, qui perd sa matière organique, c'est un sol qui infiltre difficilement l'eau, c'est un sol qui bétonne en été. Et donc à partir du moment où on met des couverts végétaux, on recrée un maillage au sein du sol où on va avoir une meilleure percolation de l'eau au sein du sol. La rehausse de la matière organique va nous permet, on le voit déjà, de garder mieux la flotte pendant des épisodes un petit peu secs. Et donc nous on a tendance à parier sur ce modèle-là pour demain. Si on glisse un peu vers l'agroforesterie, c'est un peu la même mécanique. L'arbre, nous en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, est l'ami du paysan depuis la nuit des temps, à partir du moment où on sait le gérer. Alors si on pense que l'agroforesterie c'est planter un arbre et le laisser se développer comme dans une forêt, c'est sûr qu'on va être bien emmerdé. Et l'idée de la forêt domestique est un terme moi, qui ne me convient pas du tout. On ne cultive pas dans une forêt. L'agroforesterie, c'est un arbre géré, maîtrisé, taillé, organisé. Et donc, on ne laisse pas cet arbre dans sa culture faire n'importe quoi, parce que sinon, il devient un concurrent à notre pied de vigne. Donc, on va le gérer dans une atmosphère réduite, de manière à ce qu'il puisse nous rendre des services un petit peu différents.
notamment qui stimulent la fertilité des sols. On entend aussi aujourd'hui beaucoup, vous avez dû en entendre parler de la liaison qui peut exister entre les végétaux sous le sol. On parle des champignons mycorhiziens. Alors on entend beaucoup de choses qui sont scientifiquement prouvées, et puis on entend comme dans beaucoup de situations, on entend aussi beaucoup de conneries sur ces thématiques-là. Donc est-ce que les arbres échangent des informations, des émotions? Je n'en sais rien. Ils échangent de la flotte et des nutriments, et ça c'est prouvé depuis déjà très longtemps. Et donc l'idée que les végétaux entre eux vont pouvoir échanger un petit peu de leurs nutriments, c'est quelque chose qui nous convient, on parie là-dessus. Demain, un peu d'ombrage, c'est la même chose. On sera très content d'avoir un petit peu d'ombre. Moi, ça fait plusieurs millésimes que sur mes sols de drave, avec des jeunes vignes, je serais bien content d'avoir un petit peu d'ombre entre midi et 15h. Et donc, de parier sur l'idée qu'on puisse créer un microclimat un peu plus frais, avec un peu d'ombrage, et puis un peu d'humidité. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on commence à mieux maîtriser. C'est les végétaux qui font pleuvoir. L'eau n'est pas prise dans la mer pour venir se disperser sur les terres, mais c'est bel et bien les forêts, les végétaux et les prairies qui permettent d'amener de l'eau sur les sols. Et donc on fera reculer le désert en couvrant les sols et en plantant des végétaux, y compris à coup de flotte, qu'on amène des fois de façon artificielle. Mais il n'y a pas d'autre solution pour régénérer la flotte que de couvrir les sols et d'amener des arbres. Et donc tout ce qui est bon pour le cycle du carbone est également bon pour le cycle de l'eau. Ça tombe bien, c'est deux cercles qui s'interconnectent et qui ont besoin des mêmes fonctionnements. Donc oui, nous on a tendance à parier sur ce modèle-là, qui certes, encore une fois, n'est sûrement pas parfait. Et il y aura des ajustements, il y aura des erreurs, il y aura des arrachages, il y aura des modifications. Ça, c'est une certitude. La seule chose pour nous qui est absolument évidente, c'est que si on ne change rien, on va être dans la galère. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on pose un regard différent sur la façon dont on s'occupe de notre terre. Il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas être les seuls à vivre sur nos terres. Et donc il va falloir aussi qu'on réhéberge, on en a parlé ce matin, la biodiversité a un immense service à rendre à la planète. La biodiversité a aussi un immense service à rendre à l'agriculteur. Et donc aujourd'hui, l'agriculteur, il n'est pas là pour savoir comment il va sauvegarder ou préserver ou protéger la biodiversité. Il peut soit la détruire, soit la produire. Donc il a deux options. Il la détruit, il la laboure, il la chasse, il la traite, ou alors il la produit, il l'habite, et il lui donne à bouffer, à boire, et un lieu pour se reproduire, et là il la multiplie. Donc nous on a plutôt tendance à partir dans cette direction-là, qui est une direction avec laquelle on est confortable, et qui, en gros, on n'a rien inventé, quoi. Il y a 4000 ans d'histoire viticole et agricole qui se déroule comme ça. Et après la crise phylloxérique, on a décidé que les cochons, les vaches, les poulets et les artichauts n'avaient plus rien à foutre dans nos rangs de vignes. Et donc on a organisé une monoculture splendide, mais une monoculture. Et donc l'idée de revenir gérer un peu de coculture ou de polyculture au sein même d'une zone qui a toujours vocation à produire quasi exclusivement du vin, c'est une direction qui nous paraît logique. Et j'ai même envie de dire, l'enjeu c'est pas de savoir s'il faut y aller ou pas, l'enjeu c'est de savoir comment on va y aller, parce que de toute façon il n'y a pas de discussion, c'est comme ça qu'il va falloir qu'on cultive demain. Parce que si on veut être capable de nourrir 10 milliards de personnes, et encore nous le vin, on est un monde à part. Qui a besoin, ça pourrait être un débat à part entière, qui a besoin de vin pour vivre? Bon, moi je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin. Mais quand on expliquera demain qu'il n'y a pas de riz ou de blé, parce que voilà, ça va poser beaucoup plus de problèmes que le jour où on expliquera qu'il n'y a pas de pinard. Donc globalement, on a la chance de pouvoir se poser des questions, entre guillemets, moi je vais parler pour ma part d'une agriculture gâtée, parce qu'on est une agriculture, une viticulture gâtée, on en est conscient. Mais moi je suis convaincu que 10 milliards de personnes à nourrir en mode bas carbone, parce que c'est pareil, il n'y a pas tout d'enjeu, il va falloir nourrir bas carbone, donc ça veut dire qu'il va falloir remettre des gens en champ, il va falloir travailler différemment nos terres, et c'est pas à coup d'énergie fossile qu'on va réussir le pari. Donc il faut revenir à une agriculture du bon sens, et une agriculture un peu plus, qui laisse un peu plus de place à une diversité vivante au sein même de notre parcelle. Merci M. Toué. Donc nous avons fait le constat avec les quatre questions des étudiants, un constat clair, le réchauffement climatique est là, il pose des soucis
mais également un peu d'optimisme, comme l'a dit M. Roland, puisque finalement, ce qu'on a dans le verre depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a globalement des bons millésimes, et en tous les cas une série de bons millésimes, comme il n'était pas, comme cela n'était pas arrivé dans l'histoire. Donc finalement, pour l'instant, il y a aussi des aspects positifs. Deuxième partie sur laquelle nous avons travaillé donc, avec les étudiants, les parades, les premières expérimentations, ce qui se passe sur le terrain, comment les professionnels réagissent aujourd'hui. Première question pour Clément. Monsieur Ducour, on sait que dans votre vignoble, vous expérimentez de nouveaux cépages. Alors tout d'abord, quels sont-ils? Quels sont les premiers résultats que vous obtenez? Et enfin, on sait que l'INAO a autorisé l'essai de nouveaux cépages n'étant pas au cahier des charges. A-t-elle bien pris en main le sujet ou la réglementation est-elle en retard sur les faits? Très bonne question. Ils ont bien travaillé, hein, ils ont bien bossé, ils connaissent bien les sujets. Alors, c'est un sujet effectivement que je travaille depuis maintenant 10 ans. Je pense que c'est 2013 le début. Sujet qui a été initié au sein d'une instance qui s'appelle l'ODG Bordeaux, qui est organisme de défense et de gestion, ancien syndicat viticole. Ça regroupe tous les viticulteurs qui produisent du Bordeaux. Et on avait un petit groupe de jeunes, qui étaient plus jeunes à l'époque, et on réfléchissait à faire évoluer effectivement notre Bordeaux, comment on pouvait changer nos cahiers des charges qui régissent la façon dont on produit les vins. Et assez rapidement, le sujet du matériel végétal est arrivé sur la table, parce que on choisit des cépages qu'on cultive, et aujourd'hui, quand on parle de Bordeaux, on parle de Merlot, de Cabernet Sauvignon en rouge, on parle de Sauvignon, de Semillon en blanc essentiellement. Autrefois, il y a longtemps, on cultivait à Bordeaux d'autres cépages qui ont un peu disparu parce que peut-être moins productifs, peut-être dans des conditions climatiques plus froides, hein, Michel en parlait, moins qualitatifs que le Merlot ou le Cabernet, et ils ont eu tendance à disparaître. Donc cette diversité s'est affaiblie au cours du temps. Et donc partant de ce constat-là, on s'est dit pourquoi dans un contexte de changement climatique, on ne réfléchirait pas à redonner de la diversité dans les variétés qu'on produit à Bordeaux. On a pris deux axes. Un qui était de dire il existe des variétés partout en France et partout dans le monde. Pourquoi on n'irait pas regarder ce qui se fait? Et il se trouve qu'à l'INRA, il y a une parcelle d'études qui s'appelle Vitadac, où il y a une quarantaine de variétés, 52 variétés. Et l'INRA regarde comment ces variétés se comportent en climat bordelais, regarde les différentes stades, les différentes choses. Donc on s'est fait aider aussi par les constats qu'ils avaient fait, pour faire le choix de demander à l'INAO de faire évoluer les règles qui ne permettent pas, en fait, qui ne permettaient pas à l'époque, de pouvoir expérimenter des variétés qui ne sont pas inscrites officiellement dans le cahier des charges. Il a fallu beaucoup se battre pour faire évoluer la réglementation. On a présenté les dossiers, porté nos demandes, et on a obtenu la possibilité de déroger au cahier des charges des appellations et d'intégrer des cépages qu'on appelle à fin d'adaptation, avec deux axes, des cépages classiques à fin d'adaptation, donc qui viennent d'autres pays, qui sont mieux adaptés à la sécheresse peut-être, voilà, en tout cas qu'on a envie de tester en conditions bordelaises. Et un deuxième axe qu'on a travaillé en parallèle, qui fait l'objet aussi, qui va faire l'objet d'une inscription là en expérimentation dans les prochaines semaines, sur des variétés qui sont naturellement résistantes aux maladies et qui permettent aussi un meilleur bilan carbone. Et donc, on en a parlé juste avant. Si on améliore le bilan carbone de notre culture, on se protège aussi du réchauffement climatique, on mobilise moins de ressources. C'est aussi mieux économiquement. Ça protège l'environnement, ça protège la biodiversité. La biodiversité, elle est impactée par chacune des actions qu'on va faire sur notre culture. Plus on va passer un tracteur, que ce soit pour labourer, que ce soit pour traiter, dès qu'on passe un engin sur un sol, sur une culture, on bouleverse la biodiversité, on bouleverse son habitat, et donc on a tendance à la réduire. Et à titre personnel, je participe au travers d'un réseau qui s'appelle le réseau Bacchus, un réseau de parcelles sur lequel on essaye de mesurer ça. Alors c'est pas moi, c'est moi aussi qui fait ça, je ne mesure pas juste la parcelle, mais ça j'ai accès aux résultats.
Et on montre bien qu'effectivement le nombre d'interventions, quel que soit le modèle appliqué, que ce soit du bio, du conventionnel, voilà, quel que soit le modèle, c'est le nombre d'interventions qui impacte la biodiversité. Voilà un peu comment on a travaillé. Est-ce que j'ai répondu à tous les items de ta question ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce que l'INAO est un petit peu en retard? Est-ce que c'est dur de convaincre l'INAO? C'était ça aussi un peu le sens de la question. Donc, j'en ai parlé en vitesse sur l'évolution de la réglementation. L'INAO est pas facile à convaincre parce que c'est aussi le gardien des usages. Dans la notion d'appellation d'origine contrôlée et dans la notion de terroir, il y a plusieurs composantes. L'histoire est une composante du terroir, le travail est une composante du terroir, le climat en est une aussi. Et voilà, quand on présente une évolution qui chamboule la façon dont on travaille l'histoire, ben, il faut prouver qu'on a envie d'aller dans ce sens-là. Il faut obtenir un consensus. L'INAO, c'est le groupement de toutes les appellations de France. Mais c'est aussi chapeauté au niveau européen. Donc il faut aussi aller faire évoluer la réglementation européenne, par exemple pour les cépages résistants. Qui sont des variétés croisées entre Vitis vinifera et une variété cousine. La variété cousine lui amène des gènes de résistance et par une série qu'on appelle des rétrocroisements, enfin moi je vous passe les détails génétiques, on obtient un cépage qui a 98% des caractéristiques de nos cépages emblématiques, mais qui a gardé des 2% qui lui amènent à la résistance. Réglementairement, l'Europe a, il y a un peu plus de 60 ans, interdit la culture de ces variétés-là en appellation d'origine contrôlée. Donc quand on a eu envie d'expérimenter ça dans nos cahiers des charges, il a fallu faire modifier la réglementation européenne et ensuite la transposer dans le droit français au travers des généraux. Et voilà. Et donc ça m'a pris à peu près, enfin ça, pas tout seul, hein, ça nous a pris à peu près presque une dizaine d'années pour arriver à faire changer cette réglementation. Mais maintenant on y est, et demain matin... Et le premier bilan, ce du cours, c'est prévu quand? Le premier bilan sur ces nouveaux cépages? Alors le protocole expérimental est prévu pour durer 10 ans. À partir du moment où on inscrit une variété, donc il y a des charges à titre expérimental, on a 10 ans pour l'expérimenter. Éventuellement on peut prolonger 10 ans de plus. La vigne elle est plantée pour au minimum 25-30 ans, voire beaucoup plus, sur certains terroirs. Donc notre pas de temps à nous, notre pas de temps de réflexion, il est celui-là. Ça peut paraître très long, hein, des jeunes qui ont à peine 20 ans. Mais quand je plante une vigne cette année, en fait, elle sera encore en culture quand je partirai à la retraite. Donc notre réflexion elle est là. Et effectivement, ouais, on a ce pas de temps-là à prendre. C'est du long terme, on l'a très bien compris. Très long terme. Excuse-moi, et Jérémy, est-ce que tu retrouves, à travers les cépages que tu as plantés, l'identité, enfin ce que tu connaissais de cette parcelle historiquement? Est-ce que tu retrouves un peu les caractéristiques du vin que tu avais avant en mettant des nouveaux cépages, ou est-ce que vraiment c'est un nouveau vin que tu as dans les mains? Alors, il y a les deux possibilités. En fonction de la variété choisie, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les variétés résistantes, un peu moins sur les variétés à fermentation classiques, vinifera classiques. Je les laisse à mes collègues, chacun son morceau. Par exemple, quand on a fait l'implantation de variétés résistantes, notre plantation, nous, elle est de 2014, donc elle commence à avoir une certaine maturité, on a presque 10 ans maintenant. On a fait le choix d'une variété blanche qui était organoleptiquement, on pensait dans les caractéristiques organoleptiques et des produits obtenus proches de ce qu'on obtient dans un sauvignon blanc. Et effectivement, on est dans la même série aromatique, on a les mêmes niveaux de degrés, les mêmes niveaux d'acidité. Donc c'est pas un Bordeaux, c'est pas un Sauvignon, mais ça se rapproche. Voilà. On peut dire que c'est un produit un peu cousin. Donc celui-là, il respecte des critères classiques d'un même blanc de Bordeaux. À l'opposé, on a choisi une variété rouge qui est complètement différente, où la structure tannique est différente, les arômes sont différents, la couleur est très différente, et on a essayé de bâtir un produit complètement différent, avec deux approches voilà, complètement opposées. Donc on arrive à faire les deux, effectivement, suivant le choix de la variété. Il ne faut pas se tromper au départ. La difficulté qu'on a eue quand on a lancé ce projet, c'est que ces variétés étaient très peu connues. Moi je suis allé chercher des infos dans le sud-est, parce que j'ai un copain qui est à Béziers, qui en avait planté un petit peu avant nous. Mais voilà, le climat de Béziers, c'est pas celui de Bordeaux, lui il irrigue, moi pas, donc on est parti un petit peu à l'aveuglette. Mais voilà, le fait est qu'on ne s'est pas trop trompé sur ces deux premières variétés.
Merci, vous avez prononcé le mot irrigation, et justement c'est l'objet de la prochaine question. Tout à l'heure, Michel l'a un peu évoqué, mais c'est un point clé, puisqu'évidemment, réchauffement climatique égale sécheresse, difficulté, et donc quid de l'irrigation. Léopold, c'est à toi. Exactement. Vous l'avez donc évoqué, l'irrigation, peut-être un enjeu majeur pour le futur. Actuellement, elle est interdite en France pour la viticulture d'AOC. C'est l'une des nombreuses exceptions que nous avons ici, selon certains, pour préserver la retranscription du terroir et la typicité de ce dernier. Est-ce que vous êtes pour l'irrigation? Si oui, pourquoi? Et également, la question majeure, c'est aussi l'enjeu des réserves d'eau, non seulement pour la vigne, mais aussi pour les autres formes d'agriculture. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver toute cette eau et est-ce que c'est possible? Alors, d'abord, elle n'est pas complètement interdite en France. Depuis le 31 juillet 2003, vous pouvez faire une demande d'irrigation pour n'importe quel vignoble et elle peut être autorisée. Alors, souvent, le problème avec une administration française qui est quand même, on en a parlé pour l'INAO, qui met du temps à se lâcher un petit peu. Quand vous avez fait la demande, les vendanges sont passées. Mais vous pouvez quand même le faire. C'est pas complètement interdit, il faut le savoir. Bon, donc il faudrait peut-être anticiper un peu, ça doit pouvoir se faire. Ça ne m'est pas arrivé, parce que je dirais que l'irrigation, c'est quelque chose d'indispensable dans beaucoup de vignobles mondiaux. Si je peux m'en passer, je m'en passe. Mais, alors, sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je ne voulais pas en parler, mais je savais qu'on allait y revenir. Par exemple, bon, j'ai la chance aussi d'avoir un vignoble en Argentine. Bon, en Argentine, on est collé à la cordillère des Andes, donc on n'a aucune influence océanique, ni atlantique, ni pacifique. Donc on est dans un climat hypercontinental, sec et désertique s'il n'y a pas d'eau. Bon, donc si vous voulez faire de la vigne, il est obligatoire que vous utilisiez de l'eau. Alors, l'eau reste certainement un des problèmes majeurs que nous aurions à résoudre si on voulait un jour l'utiliser à Bordeaux. J'espère que l'échéance sera la plus tardive possible, parce que l'irrigation, ça se calcule et ça s'organise. On n'irrigue pas, parce que même si c'est autorisé, comme je vous l'ai dit, depuis le 31 juillet 2003, on ne peut pas irriguer comme ça par un simple claquement de doigts. Une irrigation, ça se gère, il faut des pompes, il faut envoyer de l'eau, il faut des circuits, c'est toute une installation. L'installation d'irrigation, il faut savoir que lorsqu'on fait des plantations dans les pays où on irrigue, ça a un coût qui est d'environ 3 000 à 4 000 $ par hectare, ce qui n'est pas complètement négligeable. Je parle en dollars, parce que là-bas on paye en dollars, ça n'est pas complètement négligeable. Et surtout, c'est le sourcing. Où prend-on l'eau? Alors je pense qu'à Bordeaux, on est un peu en difficulté. Bien évidemment, il n'est absolument pas question de prendre l'eau dans les nappes phréatiques superficielles, parce qu'elle serait d'ailleurs asséchée instantanément. Donc ça veut dire qu'il faut prendre de l'eau souterraine, donc il faut descendre. Alors, je peux vous citer des exemples. Dans la propriété que j'ai en Argentine, nous prenons l'eau à 180 mètres. Nous allons la chercher à 180 mètres. Alors, ça a un coût. D'abord, ça a un coût d'installation. Il faut avoir la nappe, parce qu'elles ne sont pas partout, les nappes à 180 mètres. Et deuxièmement, ça a un coût énergétique considérable, parce que pour aller chercher de l'eau, il faut une pompe, donc il faut de l'électricité, donc c'est de l'énergie. Donc tout ça, ça entraîne quand même un problème, des problèmes énergétiques surtout, parce que l'eau ne remonte pas toute seule. Alors, je suis aujourd'hui, bien sûr, devant l'irrigation, parce que dans beaucoup de pays où je suis allé, on utilise l'irrigation et on utilise l'eau souterraine ou l'eau naturelle, parce que si on reprend le problème de l'Argentine, ou du Chili d'ailleurs, qui irrigue aussi, on a de l'eau qui arrive de la cordillère des Andes, soit qui est captée, soit qui est dirigée, et on peut avoir des droits d'eau
qui sont de l'eau naturelle que l'on ne va pas chercher en souterrain. Mais aujourd'hui, pratiquement, il y a moins de pluie dans la cordillère, il y a moins de neige, donc tout le monde est un peu obligé d'utiliser les forages pour aller chercher de l'eau en profondeur. Bordeaux, je ne connais pas les ressources d'eau en profondeur. À mon avis, il doit y en avoir un peu, mais je ne sais pas s'il y en aurait pour les 110 000 hectares ou les 115 000 hectares de Bordeaux plantés. Et je pense que, avant d'en arriver là, quand même, j'espère qu'on aura développé un petit peu une défense contre la sécheresse. Alors, ce qui est fait à Cheval Blanc est très intéressant. Bon, c'est tout nouveau, c'est tout, je dirais, récent. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas si ça peut avoir une pérennité, si ça peut avoir vraiment une efficacité, et surtout ce qu'on ne connaît pas, c'est la façon dont le changement climatique va se développer, ou va continuer à se développer, parce que tout a une limite à un moment donné. Et je dirais même, comme je l'ai signalé tout à l'heure, même l'irrigation, parce que il ne suffit pas d'irriguer. Moi j'ai vu des vignes qui étaient complètement stressées et arrêtées de travailler, même avec des quantités d'eau largement suffisantes pour ce qu'elles avaient besoin. Mais elles ne s'en servent pas, parce qu'elles plient les ailes et donc elles ne continuent pas à travailler. Donc le réchauffement climatique peut entraîner d'autres désordres. L'eau, ça restera un problème. Je pense que c'est un problème majeur pour la planète, parce que il n'y a pas de vie sans eau, c'est sûr. Peut-être que la vie ne sera pas une première priorité si on venait à manquer d'eau, et je pense qu'on aurait du mal à faire valoir ça. D'ailleurs, je peux vous anticiper un peu, l'Argentine, je reviens sur l'Argentine, j'y étais il y a 3 jours, mais l'Argentine, aujourd'hui, pour obtenir un droit de puits, c'est pratiquement impossible. Bon, parce que les autorités considèrent que la prise d'eau dans les nappes phréatiques, pas phréatiques, mais dans les nappes souterraines de l'aquifère, il y a un aquifère énorme à Mendoza, là, qui est au pied de la cordillère, mais ils pensent que l'agriculture, déjà, prend presque un peu trop d'eau dans cet aquifère, et donc ils n'utilisent plus la création de nouveaux puits. Je crois qu'on va se heurter, partout on va se heurter un petit peu. Le Chili a des problèmes d'eau aussi. Tous les pays qui irriguent aujourd'hui, sauf à avoir de l'eau naturelle en quantité astronomique, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde, l'eau pose encore un problème. Et malgré la technique, parce que la technique on la maîtrise parfaitement, on sait irriguer je dirais, à moindre utilisation aujourd'hui. Moi, je me rappelle l'irrigation il y a 30 ans, on irriguait par inondation, c'est-à-dire qu'on couvrait les sols d'eau, c'est-à-dire qu'on mettait à peu près 10 fois le volume d'eau qu'on avait besoin, que l'on perdait. Aujourd'hui, on sait irriguer avec précision et ajouter ce dont la plante a besoin, mais malgré tout, ça fait une consommation d'eau très importante. Alors la réponse, moi je ne l'ai pas, mais je pense que la réponse à la question, c'est comment on se procure de l'eau et où on prendra l'eau pour irriguer. Autrement, c'est sûr qu'une vigne même en pays sec, avec des températures raisonnables, j'insiste, peut très bien vivre avec l'irrigation, et on y fait même, à la grande surprise, surtout des Bordelais d'ailleurs, parce qu'ils sont chauvins, on peut même y faire des très très bons vins. Oui, Madame Hollande. Est-ce que je peux juste un petit peu compléter oui, je trouve votre dernière remarque concernant la combinaison des contraintes, c'est-à-dire les hautes températures et la contrainte hydrique, c'est vraiment un problème majeur et un problème nouveau. Cependant, il faut se rappeler d'où vient la vigne. La vigne, c'est une culture d'origine méditerranéenne, et les travaux qu'on a récemment publiés avec des collègues chinois montrent vraiment qu'elle a été ce qu'on appelle domestiquée, donc elle a pu évoluer grâce à la culture à partir du bassin méditerranéen. Donc elle est issue de régions au climat assez sec et assez chaud.
Donc elle porte en elle quand même des facteurs de résilience vis-à-vis de ces caractéristiques, et ça rappelle ce que mon voisin a dit tout à l'heure, aussi regarder ce qui s'est passé avant pour l'utiliser aujourd'hui. Et puis, nous sommes des chercheurs aussi, et notre volonté, c'est de pouvoir anticiper et de réfléchir à des solutions qui sont peut-être un peu plus complexes ou peut-être pas évidentes aujourd'hui, comme l'ont fait mes prédécesseurs quand ils ont commencé à travailler sur les variétés résistantes aux maladies, puisque si Jérémy Ducour peut planter des variétés résistantes aux maladies, c'est parce qu'à la fin des années 60, du siècle dernier, je rappelle, des chercheurs ont anticipé, alors que personne ne voulait de ces variétés résistantes aux maladies, et l'INAO était loin d'envisager de pouvoir les autoriser. Et donc, nous, on est quelques chercheurs à essayer d'anticiper des solutions pour la viticulture, au moins en France et à Bordeaux, qui se passeraient de l'irrigation. Donc en essayant de promouvoir des modes de conduite, des modes d'entretien du sol, du matériel végétal, c'est-à-dire des cépages et des porte-greffes. N'oublions pas que la vigne est greffée. Alors, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, mais elle est greffée. Et cette partie-là, qui est souterraine, c'est cette partie qui va aller puiser l'eau en profondeur, eh bien, on peut aussi essayer de travailler sur cette partie-là pour essayer d'aller chercher l'eau, alors bien sûr, pas forcément dans des situations extrêmes. Moi, ce qui m'affole, c'est quand on regarde le bilan, l'empreinte eau du vignoble espagnol, qui est irrigué à peu près à 37%. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché leur vieille vigne en gobelet, avec des cépages qui étaient assez résistants à la sécheresse, et ils l'ont transformé en une viticulture avec un cépage peut-être plus noble, qui est le Tempranillo, mais qui est plus sensible à la sécheresse, et ils ont irrigué. En fait, ils ont multiplié leur empreinte eau par 7, pour finalement une production globale à l'échelle de l'Espagne qui est un petit peu supérieure, mais ils l'ont multiplié par 1,2. Donc finalement, ils ont quand même cette empreinte eau qui est importante, et quand ils utilisent l'eau sur la vigne, ils ne vont pas l'utiliser ailleurs, sur d'autres cultures. Et ça doit nous amener à réfléchir quand même sur les solutions auxquelles on réfléchit, auxquelles on va travailler. Et puis, le dernier point, c'est qu'une vigne, quand elle a été irriguée, elle a beau être résistante à la sécheresse, elle adore l'eau, et si vous coupez le robinet, elle va mourir. Alors qu'en fait, si elle n'a jamais été irriguée, elle va peut-être pas être extrêmement vigoureuse. Elle a des chances de ne pas naître, quand même. Mais c'est très résistant à la sécheresse quand même. Voilà, donc parfois quand elle a été irriguée, et qu'elle est... Moi j'ai jamais vu des vignes mourir, sauf, à part de maladies, sauf en Australie quand ils avaient coupé le robinet, et là c'était rédhibitoire parce qu'en fait les racines justement vont pas loin, vont pas profondément. Donc c'est des choses comme ça, il faut voir un peu les choses à long terme quand on pense à l'irrigation. Merci Madame Ola. Justement, excellente transition puisque Kémo voulait vous poser une question. Oui, vous qui dirigez le laboratoire d'écophysiologie et d'écologie fonctionnelle de la vigne à l'ISVV, pouvez-vous nous éclairer sur vos pistes de recherche concernant l'adaptation du vignoble bordelais à la crise climatique, mais également sur les premiers résultats que vous avez pu obtenir sur les parcelles tests qui ont été mises en place? Oui, et donc l'adaptation c'est quelque chose d'important, et c'était le cœur du projet que nous avons mené à l'échelle nationale, et qui a fait aussi mis en avant que l'adaptation, ce n'était pas uniquement technique. Donc effectivement, dans mon laboratoire, on s'intéresse au volet technique ou biologique, mais tout à l'heure, on a parlé de modification de la réglementation, et donc ça fait partie aussi des adaptations. On peut aussi envisager on appelle ça le nomadisme, mais de mettre en valeur de nouvelles parcelles, ou comme en Argentine, peut-être de bouger. Il y a des nouveaux vignobles qui s'installent aujourd'hui. Donc, moi, dans mon laboratoire à Bordeaux, on travaille effectivement sur des solutions qui sont d'ordre plutôt technique ou biologique. Ce qu'on met en avant, c'est encore une fois ce qu'on a dit, le matériel végétal, la nature, et donc essayer d'identifier des cépages
qui ont des caractéristiques fonctionnelles et qualitatives qui soient à même de supporter ces conditions extrêmes, d'être, alors souvent c'est des cépages plus tardifs, hein, on va essayer de pouvoir les vendanger le plus tard possible, qui vont être résistants à la sécheresse et qui vont être aussi résistants aux fortes températures pendant l'été, où la composition serait moins affectée par ces éléments-là. Donc il y a cet aspect cépage, il y a cet aspect porte-greffe aussi. Le laboratoire que je dirige, et j'étais un peu à l'origine de ça dans les années 2000, nous sommes les seuls à travailler sur cette partie du système racinaire de la vigne en France, et pour essayer d'abord de comprendre ce qu'il apporte et comment il interagit avec l'ensemble de la plante pour affecter sa physiologie. Et donc, nous, on s'intéresse beaucoup à cette partie racinaire. Donc, un peu comme cette parcelle avec 52 cépages, on a implanté une expérimentation avec 55 porte-greffes différents, associés à 5 cépages différents. Donc, en tout, on a 275 combinaisons qu'on étudie sous toutes les cultures pour voir quelles pourraient être les porte-greffes, donc les variétés les plus intéressantes. Par ailleurs, on fait de la création sur ce sujet-là. Pareil, enfin, on étudie des adaptations qui sont plus technologiques. Hein. Donc tout à l'heure, on a parlé des arbres pour l'ombrage. Certains de vos collègues ont été sollicités pour évaluer l'impact de panneaux photovoltaïques sur la vigne. Donc c'est des procédés qui se développent et nous, en tant que chercheurs INRA, on est sollicités pour évaluer les impacts positifs ou négatifs au niveau de la plante. Donc il y a des impacts sur le paysage, hein, je n'ai pas besoin de vous faire de démonstration, il y aura certainement d'autres impacts dans le cadre des appellations, et nous on regarde les impacts sur la plante. Donc c'est ce genre de solution qu'on essaie d'étudier pour fournir des résultats aux professionnels et qu'ils puissent ensuite les mettre en œuvre dans leur vignoble. Les exemples cités par Jérémy Ducourt illustrent parfaitement la manière qu'on a d'essayer de travailler main dans la main sur ces questions-là. Effectivement, il faut savoir que dans le Languedoc, il y a déjà des parcelles de vignes qui sont plantées avec des panneaux photovoltaïques au-dessus. Et donc, double objectif, évidemment, produire du courant et gagner un peu de sous, et également faire jouer les panneaux pour ombre, soleil, suivant les températures. Voilà, c'est tout à fait pionnier, mais ça existe déjà. Je crois qu'une dernière question sur cette deuxième partie solution, qui est une question de Clément pour M. Clouet. Monsieur Clouet, le réchauffement, c'est un problème de plus. Il s'ajoute à la crise de surproduction qui sévit à Bordeaux et qui met dans le rouge nombre de producteurs. Face à ce constat, nos questions sont les suivantes. Tout le monde va-t-il pouvoir surmonter cette nouvelle épreuve? Est-ce que cela ne va pas renforcer les difficultés préexistantes? Et enfin, peut-on dire que toutes les parties du vignoble bordelais sont concernées? Alors, c'est pas un cadeau cette question. Alors, il fallait qu'on parle un peu de la crise, donc du coup, il fallait l'aborder d'une manière ou d'une autre. C'est évident, c'est évident. Alors, la première chose, c'est que je me sens un peu merdeux de répondre à cette question-là parce que j'appartiens à cette viticulture riche, cette viticulture qui va bien. Donc, je ne crois pas que demain, en effet, Chalaban soit très affecté par des problèmes de vente, des problèmes d'image, des problèmes de débouché commercial. Et du coup, tout ça, ça nous donne des responsabilités très importantes. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on vit une crise, alors je ne vais pas dire sans précédent, parce que je n'ai pas beaucoup de recul, j'imagine que les crises à Bordeaux sont cycliques et reviennent quand même relativement régulièrement. Ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, des propriétés comme les nôtres ont un peu décroché les wagons qui traînaient il y a quelques années et qui les aidaient à tracter il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, on s'est un peu envolé dans des sphères où on vend nos vins très cher, on va très bien, et on voit qu'il y a une deuxième catégorie de viticulteurs qui ont de très grandes difficultés
difficulté. Et l'enjeu, c'est de savoir comment on peut essayer de raccrocher un petit peu les wagons et comment nous, qui avons tellement profité de cette filière, qui avons tellement profité de l'envolée et de la dynamique commerciale ces dernières années, comment on peut restituer quelque chose à notre filière. Alors c'est un sujet qui est important pour nous, et il ne s'agit pas de restituer à la filière en faisant l'aumône ou en essayant, en bon samaritain, de donner quelques miettes pour faire en sorte que ça ne craque pas trop dans les campagnes et qu'on ne se retrouve pas avec nos têtes en débit. Donc l'enjeu, c'est pas ça, c'est de dire de quelle manière on va pouvoir intelligemment s'investir aux côtés de notre filière. Et là, il y a 50 000 options. Je pense que la première, c'est en effet de continuer à aider au financement de la recherche, aider à creuser des pistes intéressantes qui vont pouvoir servir à toute la viticulture demain. Je pense que nous, on le fait de différentes manières. Je pense à un organe qui existe et qui est assez prolifique en termes de recherche, qui est le Club des Neufs, qui sont les 9 premiers de Bordeaux, qui financent et qui cofinancent de la recherche viticole et œnologique. Je pense aussi à tous les jeunes qui passent dans nos exploitations. Cheval Blanc forme entre 6 et 8 stagiaires par an, qui soient agronomes, œnologues, mais aujourd'hui aussi des historiens, des jeunes qui travaillent dans la com, dans la tech, voilà, pour essayer de leur montrer un modèle un petit peu différent, les former, les cadrer pour qu'ils soient capables après de porter un modèle un peu différent à d'autres endroits. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'investisse, et ça c'est un point très important, pour essayer de stimuler l'attractivité de nos filières. Et ça c'est un sujet qui est très important. Aujourd'hui on est encore dans un monde où faire agro c'est un peu la loose, aller travailler dans les vignes c'est un peu la loose, alors que c'est un métier merveilleux. Et de quelle manière aujourd'hui nous on peut s'investir pour essayer d'attirer des jeunes à venir travailler aujourd'hui dans nos exploitations, à venir s'investir pour nourrir la planète et séquestrer du carbone à nos côtés. Et donc je pense qu'on est dans un moment où finalement les planètes s'alignent. Il y a une forme de viticulture à Bordeaux qui va très très mal. Néanmoins, je pense que les choses sont en train de s'inverser. On voit notamment post-Covid beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur où est-ce que j'ai envie de bosser. L'agriculture n'a jamais été aussi attirante que ces dernières années. On voit des jeunes en reconversion, on voit des moins jeunes en reconversion. Et pour l'instant, ça reste encore un échec parce que la réalité de notre métier est difficile. Donc c'est-à-dire qu'on se dit, j'ai plus envie de bosser pour un assureur au 30e étage d'une tour à la Défense parce que j'ai 3 heures de métro par jour et j'ai plus du tout, je partage plus les valeurs de la boîte pour laquelle je bosse. Donc j'ai envie d'aller nourrir la planète en faisant du maraîchage sur sol vivant ou en allant faire de l'agro sur des modèles qui me plaisent. Et puis ces jeunes-là ou ces gens en reconversion, quand ils arrivent, là c'est le néant, c'est le fossé, c'est l'abîme d'une agriculture qui ne permet pas de gagner sa vie, qui ne permet pas de boucler les fins de mois, qui ne permet pas de payer les heures sup, qui est encore une agriculture dans un large cas qui est une agriculture familiale et donc qui pour des raisons inconnues accepte avec une résilience incroyable de ne pas compter ses heures, de faire travailler les plus jeunes et les plus vieux alors qu'ils ne sont plus salariés de l'exploitation pour venir prêter la main le week-end, pendant les récoltes, pendant les vacances. Et qu'on finit par finalement faire des produits à des très très bas coûts qui sont hyper concurrentiels sur le marché et qui ne permettent pas à ces jeunes qui doivent arriver dans un modèle d'agriculture salariée de pouvoir exister sur le marché. Donc tout ça, c'est des questions qui sont très très importantes, qui dépassent la viticulture et qui en fait concernent l'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui, des exploitations comme les nôtres, il faut aussi qu'on accepte de tracter, de porter les valeurs de l'agriculture au sens large et pas que celles de la viticulture. Alors, je ne suis pas sûr de bien répondre à votre question, malheureusement. Après, il y a un sujet qui me paraît beaucoup plus clivant, mais après tout, Michel a dû répondre à l'irrigation, donc pourquoi je n'aurais pas besoin de répondre à cette thématique, qui est aussi d'accepter notre surproduction. Et donc ça, c'est difficile d'accepter que Bordeaux est en surproduction, en tout cas aujourd'hui. Je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais je crois que dans les débuts des années 80, on était autour de 80 000 hectares de vignes à Bordeaux. Je ne sais pas trop. Il y en a 5-10 aujourd'hui, Voilà. et on estime que la surproduction, c'est 10 à 15 000 hectares Voilà. à arracher. Donc après, il y a des questions qui sont très clivantes, mais qui devraient être posées et mises sur la table, qui sont de savoir où sont les parcelles qui devraient mériter l'arrachage. Alors ça, c'est toujours très difficile, quand vous êtes du haut de votre tour d'argent, d'Ivoire à Cheval Blanc, de dire il y a sûrement des terroirs qui mériteraient de ne pas être plantés. Enfin, je trouve quand même que c'est une question qui se pose, et dans le contexte du réchauffement climatique, ça se pose cette question de savoir si on devait arracher des terres,
quelles seraient les terres qu'on doit arracher pour permettre une viticulture toujours aussi résiliente et pour permettre de ne pas irriguer justement. N'allons pas mettre nos vignes dans des sables profonds, dans des zones qui ne mériteront pas de toute façon, ou qui ne pourront pas subir les affronts de la climatologie. Et puis surtout, comment on accompagne un certain nombre de modèles vers la polyculture élevage. Moi, ça c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que c'est fun à cheval blanc de planter des arbres et faire pousser des moutons. Enfin bon, c'est pas ça qui va changer notre bilan comptable. Par contre, ça peut changer le bilan comptable très clairement de tout un tas de viticulteurs en Gironde. Et aujourd'hui, on était très très mauvais élèves en termes de polyculture élevage, alors qu'on avait historiquement de la polyculture élevage en Gironde. Donc comment on peut accompagner cette transition sans être condescendant en disant bah oui, finalement, regardez, vous n'avez peut-être pas les terres qu'il faut pour faire de la vigne, faites donc des poulets et du maraîchage. C'est pas du tout le sens de mon propos, mais je pense qu'il y a un chantier important à mener et qui tique toutes les boxes en fait, quelque part, parce que ça va permettre de régénérer dans notre territoire une agriculture de proximité, parce que autant je ne crois pas que demain on va vendre cheval blanc en circuit court exclusivement à des Girondins qui vont consommer nos vins. Par contre, je pense que globalement, dans un avenir assez proche, on va bouffer que des légumes qui viennent d'un endroit qui est à moins de 40 km de chez nous. Et sinon, on ne va pas trop s'en sortir. Et donc ça, les espaces viticoles qui méritent l'arrachage, qui sont obligés d'être arrachés, si on part du principe qu'ils sont obligés d'être arrachés, organisons intelligemment cet arrachage collectivement et allons taxer les riches venez nous taxer pour essayer d'aider à la bascule et à la transition de ce modèle parce que je pense que c'est nécessaire. En tout cas, la filière, je pense qu'aujourd'hui a besoin de se resserrer et je parle aussi pour nous, on a besoin sûrement de s'investir aux côtés de la filière, bien que j'avoue que les instances publiques, collectives, ne sont pas toujours les plus faciles à bouger. Et bon, j'évolue moi pour ma part dans la sphère privée et je trouve assez confortable de pouvoir décider rapidement de ce qu'on met en place et d'avoir de comptes à rendre, alors pas forcément aux personnes les plus faciles, mais ils sont quand même réactifs. Et c'est vrai que dès qu'on se colle à des thématiques d'ordre collectif, associative ou public, c'est à la fois très noble, c'est sûrement par là que le salut passe, mais je trouve que ça nécessite une énergie et un temps qui doit rebuter pas mal de projets et de personnes. Merci. Un prolongement de deux idées, parce que vous ne l'avez peut-être pas en tête, vous les étudiants, mais aujourd'hui, il y a une crise de surproduction importante à Bordeaux, et donc il y a des mesures qui se mettent en place. Une mesure conjoncturelle qui s'appelle la distillation, ça veut dire qu'on va distiller et détruire du vin pour essayer de limiter les stocks et de faire remonter les cours. Et un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'arrachage. Et l'arrachage, c'est arracher, c'est toucher de l'argent pour arracher sa vigne et donc détruire son outil de travail. Voilà, ce sont des subventions. Et aujourd'hui, on estime à Bordeaux, il y a 110 000 hectares, qu'il faudrait en arracher 10 ou 15 000 pour détruire 8 à 10% du vignoble bordelais pour le rééquilibrer économiquement. Voilà, c'est l'enjeu. Et deuxième point, pour compléter ce que dit M. Clouet, il y a toute une réflexion autour de la polyculture et à la Chambre d'agriculture, il y a de multiples formations, expériences qui se font sur le terrain pour aller montrer à des viticulteurs qu'on peut faire autre chose que de la viticulture en Gironde. Et notamment à Sud-Ouest, on a fait de nombreux papiers sur faire du houblon, produire des noisettes, enfin voilà, faire autre chose que de la viticulture en Gironde, où 85 ou 90% de l'agriculture en Gironde, c'est la viticulture. D'ailleurs, la Gironde est le plus grand département viticole de France. Voilà, donc ça c'était des précisions, et nous en avons fini avec cette seconde partie sur, on l'a vu, les solutions, les pistes qui peuvent exister. Et donc maintenant, on attaque la troisième partie, parce que finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est formidable, c'est technique, mais un point important, c'est quand même le type de vin qu'on va avoir tous dans nos verres demain, professionnel, pas professionnel, degré, haut degré, voilà. Quel type de vin on va avoir dans le verre, et c'est la troisième partie, et nous enclenchons cette troisième partie, le goût, quel vin on renoue demain. Eh bien, il se trouve que c'est une question pour Kémo et pour M. Clouet.
qui va enchaîner. Du cheval blanc pour tout le monde, c'est ça. Le goût du vin de vin. Donc nous assistons désormais à la production de vins moins frais, avec un taux d'alcool qui s'envole dans certaines appellations, ce qui nous amène à vous poser la question suivante. Aura-t-on demain à Bordeaux les vins que l'on trouve aujourd'hui en Espagne ou au Portugal? Alors, oui et non. Je pense que le vigneron, il a le manche en fait. Hein. C'est le vigneron qui fait ses vins. L'œnologue aussi, ça dépend un petit peu du modèle des exploitations, mais globalement le vigneron il fait son vin. Et donc il a une boîte à outils dont il dispose pour orienter sa production. Donc, il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'est évident, hein, tout le monde accuse à juste titre le réchauffement climatique d'impacter très fortement un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas non plus, juste parce qu'on a un alibi fantastique, oublier tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. Ça fait quand même 30 ans qu'on cherche des clones qui produisent du sucre, qu'on met en place des porte-greffes qui produisent du sucre, qu'on fait des ventes enchères pour produire du sucre, qu'on ramasse tard pour produire du sucre, qu'on a mis des antipodes pour produire du sucre, qu'on augmente les surfaces foliaires pour produire du sucre. Et puis maintenant que plus personne veut de sucre, on dit que c'est le réchauffement climatique qui est le problème de tout nouveau. Donc il y a quand même aujourd'hui tout un tas de choses qui sont dans la besace des vignerons pour pouvoir adapter un petit peu les choses. Personne ne vous oblige à aller ramasser vos raisins à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre quand ils sont à 15,5. Personne ne vous oblige à monter vos surfaces foliaires à 2 mètres. Personne ne vous oblige à aller chercher des porte-greffes précoces. Donc il y a tout un tas de choses et ça regroupe le sujet que Michel a traité sur l'irrigation. Avant de se demander si on va mettre de la flotte dans les vignes, il faut se poser la question comment on va faire pour qu'on n'ait pas besoin de flotte. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, notamment sur le matériel végétal, et je ne sais pas si Nathalie répondra à la question des porte-greffes, parce que je trouve que c'est une thématique et une piste, à mon avis, qui est pleine d'espoir pour la viticulture, de retarder le cycle de la vigne en mettant des porte-greffes plus tardifs. Donc ça, c'est aussi une façon de ralentir un petit peu le cycle, de permettre à la vigne de mûrir moins rapidement, et de pouvoir garder une certaine fraîcheur. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de cartes qui sont dans nos mains. Je pense que pour ça, il faut accepter que les équipes techniques prennent des choix, parfois risqués, parfois audacieux, qui ne soient pas trop moutonniers, qui ne se posent pas trop la question de savoir ce que les marchés ont envie de boire, mais qu'ils assument le goût du vin qu'ils ont envie de faire et qu'ils ont la capacité de faire sur leur sol, et après qu'ils aillent en parler, qu'ils communiquent et qu'ils transmettent ça au marché. Ça, c'est pour la partie, on a un peu le manche et on peut encore faire des vins frais. Après, il faut parler, il y a quand même en effet un réchauffement climatique qui est très important. On le voit également dans des régions comme la Loire, par exemple, qui fait des vins fantastiques depuis très longtemps, mais qui a été confronté un certain nombre de fois à des vins qui sont en limite de maturité. Je parle d'un cépage que je connais bien, qui est le Cabernet Franc, qui est un cépage qui peut être fantastique, mais qui peut être diablement végétal, et qui est parfois à la limite de maturité. Plus les années passent, plus les vins de Loire sont mûrs, sont pleins, sont jolis aussi. Donc je pense que le réchauffement climatique, il a aussi quelque part, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles qu'il nous apporte pour le monde du vin, il y a quelques opportunités qui sont en train de se glisser dans tout ça. Et je pense qu'il y a des régions viticoles qui vont se tirer leur épingle du jeu par leurs expositions, par leur latitude. Ça me paraît fondamental. Il y a peut-être aussi un truc qu'on va vivre, et je ne sais pas à quelle échelle, c'est une forme d'inversion de certains terroirs. Il y a des terroirs très résilients, très tamponnés. Je pense à des calcaires ou des argiles qui ont par nature la capacité à réguler et à jouer une espèce de rôle d'amortisseur sur les à-coups climatiques qui marchent très bien. Et puis il y a des sols qui sont plus excessifs, qui aujourd'hui sont des sols exceptionnels. Je pense aux graves par exemple, qui si elles ne sont que graveleuses, ces graves vont finir peut-être par poser quelques problèmes. Et je n'ai pas du tout le recul de Michel ou la vision très globale que peut avoir Michel, mais j'imagine qu'en 2022, il y a quelques terroirs sur lesquels on a moins d'attentes qui s'en sortent super bien parce que finalement, moi j'ai eu la chance, comme Michel a beaucoup moins de temps, mais on est une propriété aussi en Argentine. J'y interviens maintenant depuis 10 ans, ça s'appelle Cheval des Andes. Et autant au début ça me paraissait évident, tout le monde me disait putain, ils ont de la chance à Cheval des Andes d'avoir l'équipe technique de Cheval Blanc qui se pose sur le. Oui, d'accord, maintenant je dis à mes équipes à Cheval Blanc, putain, on a de la chance d'avoir Cheval des Andes parce que j'aurais jamais fait le 2022 comme je l'ai fait si j'avais pas vu ce qui se passait dans les Andes.
Et donc, du coup, de voir ces conditions parfois un petit peu plus extrêmes nous amène à prendre des décisions plus radicales. Et notamment, par exemple, en Argentine, la plupart des jolis sols sont des sols un petit peu plus profonds, avec une plus grande réserve en eau, qui nous permettent d'irriguer beaucoup moins, parce qu'en fait, ils ont la capacité à avoir de l'eau en leur sein, alors que les grands terroirs bordelais, jusqu'à il y a quelques temps en tout cas, étaient des sols qui, au contraire, avaient la capacité à dégager l'eau des sols pour permettre à la vigne d'être en contrainte hydrique et du coup produire des tanins soyeux, des tanins de qualité, des tanins mûrs. Donc moi, ça me paraît être un point important. Je ne sais pas si ça va être une inversion, parce que le temps est long. Avant qu'on voit des grands terroirs de Graves du Médoc devenir des terroirs de petite qualité, je pense qu'on ne sera plus trop là pour en parler. Mais c'est sûr qu'il y aura une évolution importante de la hiérarchie des terroirs et qui peut être considérée comme un bel emmerdement quand vous êtes sur ce genre de sol, mais il y a plein de gens qui vont tirer leur épingle du jeu. Et il y a un truc, je voudrais juste finir avec ça, que moi je trouve extraordinaire dans ces dernières années, c'est que la quantité de jolis vins produits en France et dans le monde devient absolument immense. C'est-à-dire qu'avant on produisait des jolis vins essentiellement sur des très beaux terroirs. Aujourd'hui il y a plein de très jolis projets avec des gens qui n'ont pas besoin de s'installer sur des terroirs séculaires et déjà reconnus et qui découvrent des nouvelles zones, qui les plantent, qui prennent des risques avec des cépages, ils sont créatifs en fait. Et donc moi c'est sûr que je travaille pour une maison qui par essence, j'ai choisi l'endroit où je travaille, enfin ils m'ont choisi. Ils m'ont choisi, mais on s'est choisi pour avoir un projet de préservation, de conservation. Moi, je me mets dans les pas de gens devant moi qui ont fait des choses extraordinaires et je ne suis pas là pour faire bouger le curseur. Par contre, je peux comprendre qu'un jeune qui sort de l'école et qui a envie de créer son projet, il va aller s'installer dans un terroir moins connu, il va planter des cépages oubliés, et c'est ça la beauté du vin, et il va faire des jus absolument fantastiques. Et ça, c'est une opportunité aujourd'hui qui me paraît importante. Un complément, Madame Moula, je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, vous parliez des recherches que vous faisiez avec les Chinois. Aujourd'hui, on a cette table ronde à Bordeaux où finalement on parle beaucoup de l'étranger, l'Argentine, le Chili. Donc on a bien compris que le monde du vin est très mondialisé. Dites-nous, vous, dans le domaine de la recherche, est-ce que vos collègues dans les autres pays ils mènent des recherches équivalentes? Est-ce qu'ils se posent les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui à Bordeaux? Est-ce que finalement, il y a une mondialisation de la problématique du réchauffement viticole? Oh oui, cette question, elle est prise en considération par tous les grands pays viticoles, parce qu'ils font face aux mêmes problématiques. Donc, par exemple, en juillet dernier, on a organisé à Bordeaux un congrès international qui parlait de terroir et de changement climatique. Et on a eu des collègues venant de 20 pays viticoles pour présenter leurs approches. Alors, il y a des approches différentes en fonction des pays. On a parlé des pays du Nouveau Monde, et dans ces pays du Nouveau Monde, il y a différentes approches également. Et vraiment, c'est ce travail collectif qui nous permet d'avancer en termes de modélisation, par exemple, pour anticiper quelles seront les conditions climatiques et comment la vigne va être impactée, mais aussi réfléchir aux solutions et s'inspirer des solutions qui viennent des autres pays, parce que, comme ça vient d'être dit, peut-être que les choses s'inversent. On a été pourvoyeur de solutions pendant de nombreuses années, et aujourd'hui on peut aller chercher des solutions dans d'autres pays, et c'est ça qui fait que globalement les filières peuvent être en compétition les unes les autres, mais c'est quand même, il reste une unicité de cette vision de la vigne et du vin au niveau mondial, et ce qui est intéressant. En tant que chercheur, c'est très intéressant de pouvoir discuter avec ses collègues. Merci. La prochaine question, elle est de la part de Léopold, et je crois bien que c'est sur un point central, c'est le Merlot. Qu'en est-il du cépage Merlot? Exactement, cette question est pour vous, Monsieur Ducour. On l'a dit auparavant, vous êtes devenu, grâce à vos recherches et à votre travail, un spécialiste des cépages. Et le Merlot, c'est le cépage le plus planté à Bordeaux actuellement, notamment ici à rive droite, où nous sommes. À Bordeaux, on peut dire actuellement qu'on est un petit peu Merlot dépendant, finalement. Mais quand on sait que le Merlot est un cépage plutôt précoce, vite concentré en sucre et donc en alcool,
et ainsi que c'est l'un des cépages les plus impactés finalement par le réchauffement climatique. Est-ce qu'on va peu à peu assister à un changement de répartition dans les assemblages pour atteindre peut-être un équilibre différent dans les vins et aussi dans la lignée de cette idée, est-ce que les vins qui pourraient être trop chargés en alcool ont des solutions? Par exemple, on sait que beaucoup d'entreprises investissent massivement dans le développement de systèmes de désalcoolisation pour les vins. Est-ce que ce sont des solutions auxquelles vous croyez également? Alors, sur le sujet du merlot, je dois dire que je suis pas trop merlot dépendant personnellement, même si je connais bien les cépages. Je ne suis pas un expert des cépages, Nathalie est meilleure que moi ou Michel. J'ai une expérience essentiellement bordelaise, je vinifie un petit peu dans le sud, mais enfin voilà. Donc pourquoi je ne suis pas merlot dépendant? Parce qu'on a fait le choix, il y a assez longtemps, c'est mon grand-père qui l'a fait, et puis la génération avant moi a continué, de garder des équilibres dans nos ensébagements. Et je suis à peu près à 55-45 entre Merlot, Cabernet Sauvignon. Je suis pas beaucoup de Cabernet Franc, j'en ai eu. Et là, je vous l'ai dit au travers de ces pages restantes, dans le cadre de rediversification des variétés plus tardives, le petit verre d'eau par exemple. On mène des expérimentations là-dessus. Voilà pour la partie rouge. Alors, le Merlot, effectivement, vous l'avez cité, on parle d'usine à sucre. C'est un cépage qui est plus précoce que le Cabernet, mais le réchauffement climatique impacte aussi le Cabernet. De la même façon, les niveaux de sucre atteints sur des Cabernet Sauvignon, depuis ces dernières années, sont bien plus élevés que ce qu'on connaissait. Donc l'équilibre de ce cépage change aussi. Je l'ai dit, on peut jouer sur l'époque de maturité, l'époque de récolte de l'ensemble des variétés, que ce soit du Merlot ou du Cabernet. L'inconvénient qu'on a avec des cépages rouges, c'est que le changement climatique accélère le décalage entre les deux maturités qu'on connaît. La maturité technique, c'est l'équilibre du sucre et de l'acide, qui va dire que on a 13 degrés potentiel d'alcool et la bonne acidité, on devrait pouvoir récolter. Et en fait, la structure phénolique, les tanins potentiels dans notre pellicule de raisin ne sont pas suffisamment mûrs. Parce que le raisin a été stressé, parce que. Voilà, et ces deux maturités ont tendance à se décaler. Donc, pour avoir le bon goût, les tanins soyeux, on va attendre plus longtemps. Et du coup, notre Merlot va être récolté à 14,5, 15 de potentiel, ce qui devient trop élevé. Et ça rejoint la deuxième partie de votre question, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ces tanins soyeux et un degré d'alcool compatible avec les attentes de nos clients. On est dans un monde où, même si on produit un vin de qualité, si on a une bonne image, n'empêche que l'image de l'alcool au niveau de santé publique est pas bon. Et on est très décrié parce qu'on produit de l'alcool. Donc produire des vins en plus à 16 degrés, c'est pas cohérent. Donc il faut rechercher des pratiques de réduction. Comment on fait pour réduire de l'alcool? On peut enlever le sucre de notre jus de raisin et ensuite le vinifier. Donc on a la structure tannique, on a enlevé le sucre. Il existe des techniques de réduction des sucres. Ou alors après on peut désalcooliser. On peut enlever l'alcool du vin produit. Ces deux techniques sont éprouvées depuis plusieurs années et fonctionnent. Elles sont autorisées. L'inconvénient qu'elles ont pour moi, c'est qu'elles vont, et on rejoint le bilan carbone, elles vont mobiliser de la ressource énergétique. Donc je vais avoir mobilisé de la ressource énergétique pour produire un vin de la meilleure qualité possible, je vais avoir cultivé ma vigne toute l'année, et puis ensuite je vais remobiliser de la ressource énergétique pour enlever cette quantité de sucre produit. Donc c'est pas très cohérent en termes de cycle du carbone. Il vaut mieux réfléchir éventuellement, voilà, comme je l'ai dit, à rééquilibrer nos variétés, trouver de nouvelles variétés plus adaptées naturellement à produire moins de sucre. Et effectivement, notre produit évoluera en termes de profil, ça se fera au fil du temps. Les techniques que j'ai citées vont nous aider aussi. Voilà, ce que j'imagine pas, c'est un recours massif à ces techniques-là, effectivement pour corriger un millésime particulier, parce que celui-là est particulièrement chargé en sucre ou chargé en alcool, c'est utilisable. Mais on ne peut pas imaginer une viticulture qui ne recourt qu'à de la technicité pour résoudre des problèmes de trop de sucre ou trop d'alcool. Une question complémentaire. Quand je vais sur le terrain, je commence à rencontrer des viticulteurs qui disent qu'ils arrachent du merlot pour planter un autre cépage, qu'ils ne planteraient plus du merlot. Vous, aujourd'hui, si vous deviez planter, vous planteriez encore du merlot ou pas?
Oui, je plante encore du merlot, comme je plante des autres cépages, et je vais par contre changer le porte-greffe. Je rejoins ce que dit Nathalie, et ce qui a été dit juste avant moi. Il y a 20 ans, on réfléchissait à planter pour améliorer nos maturités. On sortait d'une époque où c'était la course à avoir un peu plus de degrés, des tanins plus faibles. Donc on a choisi des porte-greffes qui naturellement limitent la vigueur, augmentent la concentration des vins. Et maintenant, ma réflexion est différente. Je vais continuer le même cépage, mais je vais choisir des porte-greffes qui sont plus résilients vis-à-vis de la sécheresse et qui vont retarder la maturité de mes cépages classiques. Donc je conserve la typicité de mon cépage, mais je joue sur le porte-greffe pour pouvoir amoindrir l'effet des changements climatiques. Merci. Une question de Clément pour Michel Rolland. Donc avec la multitude de domaines que vous avez conseillés partout dans le monde, comme nous l'avons souligné tout au long de la rencontre, vous savez qu'on produit maintenant des vins en Bretagne, en Belgique, en Angleterre ou en Scandinavie. Mais alors, il y a une question qu'on se posait, c'est quand verra-t-on Michel Rolland conseiller un vignoble au Groenland? Si vous avez un client, j'y vais demain. Bon, oui, mais pour le moment, la vigne ne pousse pas trop au Groenland encore. Ça va peut-être venir, mais ça sera. Je pense que le jour où elle va vraiment pousser au Groenland, ça sera grave. Donc il vaut mieux. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette chance de faire du vin dans toutes les conditions, que des fois bonnes, des fois nettement moins bonnes, mais c'est assez amusant, parce que je dirais, c'est juste une boutade pour mon ami Pierre, mais faire du vin à cheval blanc, bon, c'est un peu routinier quand même. C'est pas très dur, là. C'est presque ça. Bon, quand vous allez faire du vin à Bangalore, en Inde, c'est exotique d'abord, et puis deuxièmement, techniquement, ça représente quand même des choses totalement différentes de celles que l'on connaît. Alors vous savez, je pense que, je l'ai dit souvent, l'œnologie c'est comme le ski. C'est-à-dire quand vous êtes très bon skieur, vous en avez un peu marre de skier sur les pistes bleues ou même les rouges, et éventuellement des noires, vous cherchez leur piste, vous cherchez la pente qui est la plus dangereuse, qui est la plus difficile à skier. Et puis le vin, c'est pareil, quand on est œnologue et qu'on a eu la chance, parce que j'ai quand même eu la chance de faire des bons vins, des grands vins dans des beaux endroits et dans des belles propriétés, j'avoue que quand on a la possibilité d'aller faire du vin en Inde, eh bien on essaie de trouver des solutions. Et c'est là, on revient sur notre débat d'aujourd'hui. En fait, le vin, et on va y être confronté, c'est trouver des solutions. Il faut que l'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions qui soient adaptées. Alors, on parle du changement de cépage. Alors ça, le changement de cépage, quand même, j'ai un tout petit doute. J'imagine Pétrus sans Merlot, puisqu'on parlait du Merlot, ça va quand même faire du bruit, on va en causer un peu, parce que qu'est-ce que va devenir Pétrus s'il n'y a plus de Merlot? Et j'imaginerais même Cheval Blanc sans Merlot et Cabernet Franc. Donc ça m'inquiète un petit peu au niveau de mon goût personnel, parce qu'il va falloir sérieusement que je me réadapte. Bon, et je pense que les autres aussi. Donc par contre, j'ai bien aimé ce que vous avez dit au sujet des porte-greffes, parce que la solution, elle n'est pas sur le cépage. Le cépage, il est quand même dans l'ADN de tous les grands vins que nous produisons. Alors on va aller plus loin, la Romain des Conti sans pinot noir, bon, ça serait quand même assez... ça risque d'être cocasse quand même. Bon, donc la solution, elle est au niveau de la viticulture et du porte-greffe. Le porte-greffe, ça, c'est vrai, vous l'avez très justement souligné, on peut très bien le faire varier, on peut trouver... Et je pense que là, on n'est quand même pas tout à fait au bout de notre recherche, parce que moi qui suis d'une génération assez reculée, quand on cherchait des porte-greffes à l'INRA à l'époque, on ne s'intéressait qu'à la production. On ne s'intéressait pas du tout à ce qu'il pouvait donner qualitativement. Bon, je pense qu'on a commencé maintenant à s'intéresser à la relation qualitative, et je crois qu'il faut s'intéresser de plus en plus à la relation sécheresse et qualité de produit, mais
de grâce, avant de changer les cépages, quand même, il faudra bien réfléchir, parce que je pense qu'on va modifier, et là, alors là, on va rentrer en concurrence, si ça se trouve, l'Afrique du Sud fera des meilleurs vins que Pomerol, mais je vais vous dire, vous savez, j'adore l'Afrique du Sud, j'adore les pays, la Californie, puisque je suis largement consultant en Californie aussi, mais j'avoue quand même que j'ai eu la tâche tout à fait sentimentale et personnelle pour être né dans cette belle région, aux vins que nous produisons en France, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à les produire et ne pas trop les dénaturer, et que la nature ne nous obligera pas à trouver des solutions qui ne nous permettraient pas de produire les vins que nous connaissons. J'espère qu'on trouvera des solutions, mais je suis persuadé, mais foncièrement persuadé, qu'il y a des solutions viticoles que nous n'exploitons pas encore et que l'on va trouver. Alors jusqu'où ça ira? Mais jusqu'où ça ira, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma grande interrogation, c'est la vigne a un plafond. Même si c'est une bonne fille, et c'est une fille méditerranéenne qui résiste à la sécheresse, elle est parfaite, cette plante, elle sait s'adapter. Nous l'avons vu en 2022, d'ailleurs, parce qu'en 2022, c'est une année de sécheresse assez extraordinaire, pas de trop grand pic de température, mais une sécheresse extraordinaire, et au mois d'octobre, on avait les vignes vertes. Elles étaient vendangées depuis un mois, elles étaient encore vertes. Donc ça veut dire que la vigne s'adapte quand même à des conditions un petit peu draconiennes. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, et j'espère que je n'aurai pas à y réfléchir avec des trémolos dans la voix, de regret bien évidemment. Merci M. Rollin. Nous arrivons à la fin de cette table ronde et les étudiants ont voulu conclure en posant une question à Mme Moulin. Donc Mme Moulin, vous avez aussi la charge un petit peu de la conclusion. Vous l'avez pour l'introduction, vous l'avez pour la conclusion. C'est Clément qui veut vous poser une question. Les vins de 2003, Mme Moulin, issus d'un été très chaud, caniculaire, étaient censés être des exceptions. Deviendront-ils la règle? On s'achemine pour certains vers une catastrophe climatique. Aucun pays pratiquement ne respecte les accords de Paris et parfois on a le sentiment qu'on perd un peu le contrôle de la machine. Au final, sait-on réellement quel vin nous aurons demain? Alors, je ne suis pas de vin, justement, et je ne pense pas qu'on puisse le dire. Vraiment, alors, très modestement, peut-être que Michel Rolland a un meilleur avis que moi sur cette question-là, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que on sait que sur la question sur les paramètres climatiques, 2003 sera une année moyenne d'ici 2050. C'est-à-dire qu'une année sur deux pourrait être comme 2003. Par contre, toute l'expérience qu'on aura acquis jusqu'alors pour cultiver la vigne et vinifier les vins vont nous permettre, vinifier les raisins, vont nous permettre d'ajuster les solutions. Et par exemple, il y a une chose qui était intéressante en 2003, c'est pas l'année où les vendanges ont été les plus précoces, c'est 2020. 2020, c'est l'année en Bourgogne, depuis 600 ans, où les vendanges ont été les plus précoces. Parce que justement, en 2020, compte tenu de l'expérience de 2003, eh bien certainement, il y a eu une décision de vendanger plus tôt. Donc c'est juste un exemple, mais c'est pour montrer qu'en fait, on va acquérir de l'expérience et qui nous permettront à terme de vinifier au mieux, alors de cultiver au mieux et de vinifier au mieux ces raisins. Donc c'est assez difficile de faire des prévisions, et comme on le disait aussi à l'instant, 2022, on s'attendait à une catastrophe, et au contraire, c'était plutôt, même à peu près partout en France, plutôt assez positif. Donc ça c'est quelque chose, c'est un peu magique, hein, et il faut le reconnaître. Donc en conclusion, je crois qu'il faut retenir des choses, être conscient que ce changement est en cours, qu'il y a des risques sur la qualité, sur les quantités, mais pour l'instant on peut être optimiste, et ça je partage tout à fait, et toutes les enquêtes de terrain qu'on a menées
montrent que pour l'instant sur la qualité, et notamment à Bordeaux, les effets sont plutôt positifs. Donc il faut aussi garder cet optimisme que c'est aussi pour cette production, peut-être, même si c'est impactant, ça peut l'être moins que d'autres productions agricoles, hein, des productions vivrières sur lesquelles il faudra s'inquiéter. Donc je crois qu'il faut être conscient, agir pour trouver des solutions, mais garder un optimisme certain. Voilà. Formidable. Terminer sur un optimisme certain. Merci beaucoup, madame, monsieur, merci beaucoup pour vos interventions, pour vos éclairages. Merci aux étudiants qui ont bien travaillé sur le sujet. Et puis merci à toute la salle et à tous ces étudiants. Vous êtes jeunes, vous avez 20 ans, vous êtes l'élite de demain. J'espère que vous vous souviendrez de tout ce que vous avez appris aujourd'hui à Bordeaux sur la viticulture et le réchauffement climatique. Merci beaucoup.